Il n'est rien de plus pur en ce monde. Le feu est venu de la montagne pour brûler notre forêt. Attachons-nous nos tresses ensemble et montons sur nos dragons volants, car nous partons pour Pandora. Dream in blue, je rêve en bleu, I dream in blue. Bonjour et bienvenue dans Kino Solo. Et oui, j'en bafouille parce que ça fait longtemps. C'est Kinopod tout seul parce que c'est une occasion un peu exceptionnelle. Et oui, en cette nouvelle année 2026, j'avais dit que j'arrêtais les Kinos Solo car nous consacrons maintenant au Kino Culte et au Kinopod. Mais celui-ci est donc, comme je le disais, un peu particulier. Je l'aurais bien volontiers fait avec un de mes ciné-buddies, mais impossible d'en trouver un qui... disons, ait autant d'admiration et de passion pour le film dont je vais parler aujourd'hui. Un film réalisé par James Cameron, un film récent de 2025, donc des spoilers légers tout au long de l'émission, de l'émotion, ai-je failli dire, car effectivement, un film qui me tient à cœur, qui est le troisième volet de Avatar, de cendres et de feu. Alors, bien sûr, comme je disais, aucun de mes ciné-buddies n'a voulu m'accompagner dans cette aventure solitaire, ce kino solo, donc pas de traversée en solidaire aujourd'hui, mais en solitaire, avec ce film qui est le troisième volet d'une saga folle de science-fiction rêvée il y a un grand nombre d'années par James Cameron. Mais avant d'entrer donc en jeu dans la danse et d'ouvrir la cérémonie et le bal, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec tous les 15 jours et parfois même toutes les semaines avec une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lénoff. Et donc, en préambule, je m'explique pourquoi mes ciné-buddies n'ont pas voulu faire l'émission avec moi et pourquoi donc un Kino Solo qui ne représente effectivement, comme vous vous rappelez peut-être, que les films qui se jouent en salle. C'est donc un format d'émission plus court pour des films plus récents, donc comme je disais, des spoilers légers. Mais donc, Philippe, lui, ne va plus au cinéma depuis Quai des Brumes. T'as de beaux yeux, tu sais. Atmosphère, c'est fini. Après, il a arrêté et il s'est fait installer une salle extraordinaire chez lui, un petit peu comme... il habite dans une maison qui ressemble au repère de Fantomas. Et il a une salle, un écran qui descend du plafond avec de la moquette sur les murs. Donc, c'est extraordinaire. Laurent Vachaud, le film, malheureusement, n'est pas éclairé à la bougie et les navis ne portent pas de perruque du XVIIIe siècle, donc il était hors de question pour lui d'aimer. Non, pour le paraphraser, je crois qu'il avait pas mal aimé le 1, le 2 lui était insupportable, et mon ami Jeff, lui, a bien aimé, mais il a été un petit peu déçu en termes de scénario. Donc voici un petit peu le consensus des cinébuddies avant de se lancer dans l'aventure, parce que moi je suis le défenseur, bien sûr, de Cameron et des avatars. Alors bien sûr, je comprends très très bien ces détracteurs, et en particulier mes cinébuddies chers à mon cœur, parce que je peux comprendre qu'on n'ait pas très envie, au bout d'un moment, surtout après 3 films, des films qui durent, comme le dernier, 3h17, de suivre comme ça les aventures de ces grandes créatures bleues, et qu'on aimerait qu'un talent comme celui de Cameron, le plus grand, un des plus grands, enfin dire le plus grand metteur en scène du XXIe siècle, en tous les cas en activité à l'heure actuelle, eh bien, continue à continuer à s'égarer sur Pandora dans cette jungle, dans cette faune et cette flore extraterrestre extraordinaire à mon avis, mais qui préférait le voir faire des films d'action, des films d'horreur, des films d'aventure. Moi aussi, bien sûr, j'aimerais le voir faire d'autres choses, mais je j'ai foi en James Cameron et le suivrai partout où il décide de m'emmener, que ce soit dans Pandora ou avec le Terminator, partout. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs, car ce dernier opus de la série est un des plus populaires et remporte un succès extraordinaire à travers le monde. Je l'ai vu à Bangkok, la salle était pleine le premier jour en début d'après-midi. Et c'est donc extraordinaire de voir qu'à travers les pays du monde entier, Cameron, on peut au moins lui rendre ça, même si on n'aime pas ces films un petit peu trop montagnes russes que reprochait un petit peu Martin Scorsese au film Marvel, qui est ce côté un petit peu justement roller coaster, pardonnez-moi mon anglais, qui est un peu la marque du cinéma et des blockbusters en particulier actuellement, sans âme. Eh bien, celui-là a une âme, parce qu'il y a un auteur derrière, et même si on l'a critiqué pour la simplicité de son scénario, pour Pocahontas dans les étoiles, on aura entendu beaucoup de comparaisons
avec des films Ferngully, des films comme ça, qui sont censés montrer justement une société indigène aux prises avec des colonisateurs. Alors, mais en fait, je suis d'accord que la trame centrale est très simple, mais en fait, c'est déjà extraordinaire que Cameron ait réussi, comme disait Guillermo del Toro, à créer la saga de science-fiction après George Lucas, en fait, d'avoir succédé tout d'un coup avec une saga parfaitement originale, là où beaucoup se sont cassés les dents. Eh bien, lui a réussi justement à établir au fil des films euh, une, une franchise extrêmement solide et cohérente, de façon aussi bien financière qu'artistique. Et tout ça, c'est parce que c'est la vision d'un homme, comme je disais, un film d'auteur. Donc, je peux comprendre qu'après le premier film, qui était spectaculaire, on a eu un peu une fatigue sur la voix de l'eau. Et celui-ci, comme beaucoup de gens ont dit, c'était la voix de l'eau 2.0. Bon, c'est vrai, il y a de ça, c'est assez vrai, mais en même temps, pour moi, ça introduit également de nouveaux éléments scénaristiques. Et c'est là la force scénaristique de Cameron, qui est quand même également maintenant, sinon un grand scénariste, un grand directeur d'auteur. Et comme les grands metteurs en scène, il est devenu maintenant un grand directeur d'auteur. En plus, il a été lui-même un scénariste, donc il sait de quoi il parle, et il peut diriger comme ça des gens très talentueux. Et on peut voir que dans les arcs des personnages, eh bien, il peut faire vivre plein de trames et de sous-intrigues qui sont extrêmement riches et qui enrichissent petit à petit cette espèce d'extraordinaire canevas qu'il a tissé avec le temps et qu'il peint sous nos yeux ébahis. Donc bravo James Cameron, en particulier pour ce film que j'ai vraiment adoré en salle. Alors la limite de ces films-là, en particulier des avatars, c'est qu'il est difficile de recréer l'expérience qu'on peut avoir dans une salle. C'est pour ça que Philippe ne les a pas vraiment vus, il les a vus simplement chez lui sur sa télé, aussi belle soit-elle. Et donc il n'est pas emballé par l'idée de voir même le troisième. Laurent n'avait pas envie de voir le troisième non plus, et Jeff, comme je le disais, a trouvé qu'il y avait des faiblesses en termes de scénario, je crois, par rapport au personnage. Mais moi, je trouve au contraire que le film enrichit la palette de Cameron et nous montre qu'il continue à travailler non seulement l'outil technologique de façon incroyable, comme peu de metteurs en scène à l'heure actuelle. Il y a pour moi les grands metteurs en scène d'action qui rivalisent. On a également George Miller, qui est encore en activité, qui est le seul qui, avec des films comme Fury Road en particulier, révolutionne à chaque fois le médium en inventant des nouvelles technologies, et souvent sur lesquelles il a travaillé pendant des années, à la manière d'un James Cameron, qui, pendant 10 ans, peut développer justement des technologies et arrive à passer, dans le dernier film, sous l'eau, à faire une CGI, du numérique sous l'eau de façon extrêmement crédible, et cette fois-ci nous emmener dans le royaume du feu, avec un personnage extraordinaire, je vais tout de suite brûler les étapes parce que je ne peux pas ne pas parler d'elle, qui est Varang, qui est le méchant. Alors comme toujours dans Kinopod, Kino Solo, Kino Culte, qui n'en veut, la devise, c'est bien sûr la grande phrase d'Alfred Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et bien là, même si je crois, un des problèmes de mon ami Jeff Domenech, c'est qu'elle disparaît un peu dans le dernier acte, ce qui est vrai, elle est quand même un personnage extraordinaire qui, à mon avis, est réservé également pour la suite ou les deux suites qui peuvent venir dans le futur, qui ne seront peut-être pas toutes justement réalisées par Cameron, mais on parlera de ça un peu plus tard dans ce petit show, dans ce petit amuse-bouche avant le prochain Kinopod ou Kinoculte. Et donc, oui, on peut voir que cette extraordinaire actrice qui est Oona Chaplin, qui est la petite fille de Charlie Chaplin, a le même sens corporel et de mime et de clown que son grand-père, dans la mesure où elle crée cette méchante qui est une espèce de sorcière Navi, d'un peuple Navi, le peuple des cendres, qui est un peuple dissident, qui lui ne croit pas en la même déesse nature, mère nature que les Navis, et est une espèce de peuple renégat qui a embrassé tout d'un coup la cause de Quidditch. On va parler un peu de lui dans quelques instants, l'extraordinaire personnage joué par Stephen Lang, Quaritch d'ailleurs, pas Quidditch. Quidditch, c'est dans Harry Potter, c'est le sport. Donc Quaritch, ouais, donc ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que cette fois-ci, à la manière dont je parlais de George Miller, on a l'impression, quand on voit le film, en particulier en salle, en particulier en IMAX, dans la plus grande salle possible, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une très très belle salle. Je ne sais pas si c'était un faux IMAX, parce qu'il y en a beaucoup partout. C'est difficile d'avoir la véritable qualité de base d'IMAX. Mais en tous les cas, il était très beau et avec les lunettes 3D. Donc au départ, c'était une espèce de tradition avec mon père. Je suis allé voir les deux premiers, donc c'était une expérience
quasi familial avec lui, et il les a beaucoup aimés, mais il n'a pas voulu non plus aller voir le troisième, qui était un peu long pour lui, 3h17, je répète, c'est le Barry Lyndon des films, des créatures à peau bleue sur Pandora, shout out à Laurent Vachaud. Eh bien, oui, effectivement, c'est très long. Oui, c'est cette montagne russe. C'est vraiment ce blockbuster qui n'arrête pas ce film d'action. Et je parlais de George Miller parce qu'il y a un côté quand même western futuriste qu'on pouvait avoir dans Mad Max 2. On le retrouve un petit peu dans cet extraordinaire film qui est un western un peu sous acide par moments, littéralement, puisque on voit que Varang, dans la plus grande scène du film, spoiler alert, invite Quaritch dans sa tente. Et c'est là où c'est extraordinaire parce que Quaritch est passé au départ d'un personnage assez classique, assez cliché de Marines, qui était une espèce de personnage comme le sergent, l'instructeur de Full Metal Jacket. Eh bien, il est tout d'un coup maintenant devenu l'avatar de lui-même, Navi, c'est-à-dire ces énormes créatures bleues. Il n'a rien perdu de sa férocité, de son côté un peu redneck, pour être un peu réducteur dans la description. Mais maintenant, il a tellement épousé la cause Navi, ou en tous les cas celle du nouveau corps qu'il habite, et en particulier celle des peuples de la cendre, qu'il se peint le visage et qu'il ressemble à une espèce d'Iroquois de l'enfer, dans un western, une fois de plus, complètement surréaliste, un peu à la manière justement de ces types à crête, comme Vez dans le Road Warrior, dans Mad Max 2. Donc, chapeau à James Cameron de continuer à réinventer la grammaire et à offrir toujours des personnages à l'inconscient et à l'imaginaire collectif, comme ce personnage de Varang qui bouge. Alors, Oona Chaplin bouge de façon extrêmement sensuelle. Elle a cette scène dans la tente dont je parlais où elle prend de la drogue avec Quaritch, qui tout d'un coup semble découvrir son égal, et on peut voir se profiler. C'est pour ça qu'elle est probablement réservée pour les films suivants. Une histoire d'amour entre ce redneck, entre guillemets, militaire, Marines, qui vient vraiment peut-être du Midwest, et cette créature extraordinaire de Pandora, qui est une espèce de sorcière Navi, qui est en besoin d'avoir des pouvoirs. Donc on a hâte de voir ce qui va se passer. Le film reste sur une fin ouverte, bien sûr. Je crois que Cameron va au moins encore faire le prochain avant de nous passer les rênes, à moins qu'il ait chanté sa chanson en tant que metteur en scène dessus. Dans un cas comme dans l'autre, je le suivrai partout, comme toujours. À chaque fois, il a toujours des gens qui se mettent contre lui, mais à l'arrivée, il sort en tous les cas vainqueur au box-office. C'est le cas à nouveau de ce film qui est un succès planétaire, comme je le disais. Alors, Sam Worthington est bien. En Scully, lui aussi, il a son arc. C'est le héros du film. Cameron a su voir probablement en lui quelque chose d'un petit peu transparent et d'un peu fan, mais qui a joué tout d'un coup pour lui, parce que c'est un acteur qui est très intéressant, comme on peut le voir dans ses premiers films australiens, comme Rogue, ou toute cette première partie de carrière, quand il était une espèce de Russell Crowe en devenir. Eh ben, en fait, il est, parce qu'il explique en interview, il y a beaucoup d'interviews, c'est pour ça que je ne vais pas vous faire un épisode Deep Cut ou Deep Cult en notant tous les noms des techniciens, des chefs opérateurs, et tout ça, vous pouvez le trouver très aisément par des gens plus doués que moi sur YouTube ou sur le net. Mais effectivement, comme disait Worthington dans une interview, le processus de tourner un Avatar est extrêmement différent de n'importe quel autre film, où on a une date de commencement et une date de fin de film. Or là, c'est le film, il y a The Never Ending Story, ben là c'est The Never Ending Film, c'est-à-dire qu'ils sont toujours près de leur téléphone. Heureusement, ils sont portables de nos jours. Et Cameron peut les appeler nuit et jour en leur disant, voilà, t'es à Londres, t'es en Australie, t'es en Nouvelle-Zélande où s'est tourné le dernier film avec ces décors magnifiques, en particulier toute cette vie aquatique chère à Cameron, qui est développée dans le deuxième, qui est un peu justement donc une continuation du précédent. Mais quand on aime ce monde, quand on aime se perdre dans Pandora et voir surtout la virtuosité technologique. Alors c'est vrai que le film à 3h17 est un peu long, j'en aurais bien enlevé un morceau et ramené chez moi, comme dit mon père, dans une espèce de doggy bag de film maintenant qu'il faudrait inventer. Eh bien, c'est quand même incroyablement spectaculaire. On est plongé en particulier en immersion totale avec les lunettes 3D d'entrée dans cet univers de James Cameron. Et même si on n'accroche pas complètement, moi je ne suis pas non plus très 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 fan des navis et tous ces peuples, ou toute la philosophie un peu écolo qui baigne le film. Mais en même temps, je suis pris par les valeurs de famille que défendent le film, et surtout par le côté action. Quand on aime le cinéma et le cinéma d'action comme moi, eh bien, on ne peut pas ne pas être complètement séduit par la façon qu'a Cameron, avec une caméra qui n'a plus de limite,
de filmer, mais en même temps, il le dit lui-même, ça n'est pas du motion capture, ce qu'il fait faire aux gens qui sont des acteurs derrière les performances. Stephen Lang pour Quaritch, Una Chaplin, Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet, Cliff Curtis, donc ont tous quelque chose à jouer, que ce soit en tant qu'acteur ou alors comme dit Cameron lui-même, en emotion capture, pas en motion capture, mais emotion capture, qui est donc ce processus qui capture la performance et l'émotion d'un véritable acteur pour la transférer ensuite dans une créature qui se base sur ses mimiques, sur ses gestuels, sur sa voix, bien sûr, et développe un personnage qui peut même être plus jeune dans le cadre d'une Sigourney Weaver. Donc c'est très intéressant, toutes les possibilités que ça peut ouvrir. Et Cameron le fait de façon très éthique, puisqu'il a dit qu'il était plutôt contre l'AI générative et que lui ne s'en servait pas pour ses films. Continuons à motiver chacune des performances par une action humaine au départ. Et pareil pour les gens qui créent les effets spéciaux extraordinaires du film. Il y a une véritable volonté artistique derrière, véritablement très spectaculaire. Voilà, donc moi j'ai été pris du début à la fin, en particulier par ce personnage de Varang qui nous emmène donc dans ce western où d'un coup elle fait partie intégrante de l'aventure pendant un petit moment où elle embrasse Quaritch littéralement dans une espèce de cérémonie sexuelle de drogue sous sa tente qui peut rappeler un peu les rites initiatiques indiens, comme je disais, et elle va partir également vers cette espèce de ville, ou en tous les cas là où se sont installés les colons, avec Eddie Falco qui est formidable aussi, et Jermaine Clément qui va être un allié de Scully pour l'aider à s'évader. Donc effectivement, si vous n'avez pas aimé le précédent, vous n'aimerez pas celui-là, c'est toujours un peu la même chose. Mais si vous êtes fan, sinon de ce peuple bleu étrange, des étoiles, mais de la science-fiction et en particulier de l'action, et de James Cameron, qui quand même reste un novateur en termes de technologie, en termes de narration, et en termes d'amour du cinéma, j'ai envie de dire, parce qu'il se réinvente, même s'il ne réinvente pas complètement ses histoires à chaque fois, il sait se réinventer comme une espèce de mogul déjà, puisque je crois qu'il était en couverture de Forbes Magazine comme milliardaire récemment. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose de façon artistique, mais en tous les cas, il a su faire ce qu'on appelle le show business à la manière d'un Kubrick avant lui, c'est-à-dire pouvoir faire toujours des films qui sont extrêmement rentables, en particulier dans son cas à lui, pour pouvoir continuer à pouvoir descendre sous l'océan dans la tranchée Mariana avec des petits submersibles individuels et vivre sa vie d'aventurier, activiste, visionnaire, homme du futur, véritable homme de la Renaissance. Donc on lui a beaucoup rendu hommage récemment, en particulier avec Dirty Tommy, que je salue au passage, sur le Terminator. On va revenir bientôt avec Dirty Tommy avec une surprise. On en a parlé également avec son cousin, l'excellent David de Film Talker, sur Aliens, avec Philippe Sedbon, que je salue au passage, pardon, et qui va revenir lui aussi très vite dans l'émission, comme tous les autres Cinébuddies. Donc c'était juste pour vous dire mon avis sur un film un peu plus récent et un film qui a compté et qui compte aussi pour beaucoup de gens, parce que même, comme je disais, si personne n'a envie de dire en public véritablement qu'il est fan, c'est plutôt de bon ton de casser ces films, eh bien, il y a quand même des milliards de gens qui vont les voir et les résultats sont là au box-office. Alors, vous me direz, les Big Mac, ça se vend bien aussi, mais c'est plus que ça, justement. C'est un blockbuster avec du cœur, blockbuster, et c'est surtout un blockbuster d'auteur, blockbuster, au moteur. Ça n'a pas marché, pardon. Je me retire la queue entre les jambes, ma tresse entre les jambes de Navi. Et je suis ravi de commencer cette nouvelle année avec vous, même si, effectivement, je préfère toujours avoir un compagnon à mes côtés, un cinébuddy. Il n'y a rien de meilleur au monde. Eh bien, je vous retrouve dans quelques jours pour un nouveau Kinopod, justement, ou un nouveau Kino culte. À ce moment-là, on rentrera beaucoup plus en détail dans un film et on pourra avoir une véritable conversation de podcast avec mes cinébuddies de cœur. Voilà, merci. Et en attendant, Dream in blue. Je rêve en bleu, I dream in blue. Pardon, et likez et souscrivez à la chaîne.